présentation suivante. Donc, c'est Marina Coquery de l'INRAE qui va nous faire changer de bassin versant. On est dans le sud-est, sur le Rhône, sur les flux de contaminants particuliers, dans le cadre de l'Observatoire des sédiments du Rhône. Merci beaucoup. Tout d'abord, je remercie vraiment les organisateurs pour m'avoir invité à présenter aujourd'hui. Je suis ravie de venir. Donc, on va passer effectivement sur d'autres thématiques. Et je vais vous présenter d'abord un petit paysage de ce qu'est l'Observatoire des sédiments du Rhône. Comme ça s'appelle, on s'occupe principalement des sédiments. Et puis, faire un focus sur l'estimation des flux de contaminants particuliers sur le Rhône. Donc quelques mots sur l'observatoire. Donc c'est un programme scientifique qui a été initié en 2009 dans le cadre de la zone atelier du bassin du Rhône, la ZABRE, et du plan Rhône. C'est un suivi sur le temps long, enfin qu'on espère qui va se poursuivre, et qui concerne tout le continuum fluvial du lac Léman à la Méditerranée, comme est montré sur la carte, et pour mesurer, analyser et modéliser le fonctionnement hydrosédimentaire du fleuve. C'est une recherche qui est structurée autour des grands enjeux de la gestion sédimentaire du Rhône. Je ne vais pas détailler aujourd'hui, c'est vraiment pas l'objet, mais vous pourrez retrouver ça sur le site de l'OSR, et qui est conduite en interaction entre les scientifiques et les acteurs du fleuve. Donc c'est une partie importante. Je présenterai tout à la fin l'ensemble des partenaires, et vous verrez qu'ils sont nombreux. Et puis il y a effectivement une expertise scientifique interdisciplinaire et puis des compétences méthodologiques qui sont partagées depuis ces années. Juste quelques tout petits éléments de genèse et trajectoire de l'Observatoire des sédiments du Rhône. Donc en 2005, la ZABRE, zone atelier du bassin du Rhône, est sollicitée par la Compagnie nationale du Rhône pour mettre en place un observatoire sédimentaire et qui permette de définir des actions à mener dans le domaine du transit des sables, des sédiments dans le fleuve. Donc le focus était vraiment sur le transport sédimentaire. Et il y a eu une étude préliminaire qui a fait apparaître effectivement le constat d'un déficit de connaissances sur les dynamiques sédimentaires du fleuve. À partir de ça, une réflexion s'est mise en œuvre. Ont été rajoutés notamment les contaminants dont je vais parler aujourd'hui, parce qu'on s'est dit on peut s'intéresser au transfert de sédiments, mais c'est bien, comme ça a été dit ce matin, de s'intéresser aussi à ce qui transite en même temps que ces sédiments dans le fleuve. Et donc un premier programme de l'OSR a débuté en 2009 avec une phase de lancement, et puis ensuite il y a eu des programmes qui étaient généralement triannuels. En 2020, ça correspondait également à la période Covid, post-Covid. On s'est posé, on a réfléchi, c'est pas si mal tombé que ça finalement, et on a réfléchi effectivement comment on poursuit, et si on veut poursuivre, on a vraiment fait toute une phase de réflexion qui était effectivement à l'époque tout en visio, et sur quels sont les enjeux et quel est le nouveau programme qu'on souhaite mener pour les 10 prochaines années. Et ça a donné notamment lieu à une synthèse de 12 années de recherche de l'Observatoire des sédiments du Rhône, que vous pouvez trouver téléchargeable sur le site de l'Observatoire, et puis à la définition d'un nouveau programme de l'OSR 6. Et puis directement, je vais passer au programme actuel pour vous montrer sa structuration, qui est l'OSR 7, qui est sur la même structuration que la phase précédente. Et de façon globale, on a effectivement un axe central qui est la mise en réseau, le suivi du réseau de contaminants et de flux de matières en suspension dont je vais parler, et puis tout ce qui est les outils numériques, la valorisation et les résultats. Et puis tous ces résultats qui sont effectivement bancarisés, mis à disposition, ils sont alimentés et vice-versa par 4 axes de questions génériques de connaissances, avec une partie qui concerne vraiment le fonctionnement du hydrosédimentaire du fleuve, une partie qui concerne la dynamique des matières en suspension, les contaminants historiques et émergents, et puis avec cette nouvelle question depuis quelques années, vraiment sur mieux comprendre les sources, d'où viennent-ils, où vont-ils, et puis si on veut effectivement les réduire, où est-ce qu'il faut aller en termes d'action. Une partie sur le développement de méthodes pour restaurer la qualité physique et chimique des habitats. Pour l'instant, on s'occupe surtout de la partie physique, à vrai dire. Et puis, un nouvel axe qui est toute la question de prévoir les changements pour anticiper les impacts. Et effectivement, toute cette question de comment le changement climatique
va ou peut influencer la dynamique de transport sédimentaire notamment. Alors, pour aller dans le cœur du sujet dont je vais traiter aujourd'hui, donc les questions qu'on s'est posées sur les flux de contaminants particuliers, c'était d'abord quelle quantité de matière en suspension et de contaminants associés le Rhône exporte-t-il à la mer chaque année, quelles sont les dynamiques intersaisonnières des flux de contaminants qui sont transférés, et puis quel est le rôle respectif des principaux affluents du bassin versant du Rhône. Et puis on s'est également interrogé sur les bilans amont-aval des apports de matière en suspension et de contaminants. Donc je vais bien sûr pas vous raconter tous les résultats, mais je vais essayer de prendre quelques exemples. Et puis surtout de montrer le réseau, parce que c'était un petit peu la commande, de vous montrer comment on a construit le réseau et en quoi il consiste. Donc comme ça a été présenté ce matin, il n'y a rien de très original là-dedans. Pour faire des flux de contaminants particuliers, on va d'abord mesurer le débit et les flux de matière en suspension, et c'est fait de façon continue avec... alors oui, que je présente quand même le réseau. Donc ça, c'est l'Observatoire des sédiments du Rhône. Donc il est en marche depuis 2010. Actuellement, il y a 12 stations qui mesurent les contaminants et les matières en suspension, dont 3 stations sur le Rhône. Il y en a une à Jonc, à l'amont de Lyon, une à Arles, ou Saurat, tout à l'aval, et puis il y en a une intermédiaire qui a été installée en 2018, fin 2018, à l'aval de Lyon, l'agglomération de Lyon. Et puis toutes les autres stations, elles sont implémentées à l'aval des principaux affluents du Rhône. Et en tout, en fait, pour la partie matière en suspension, il y a 18 stations de mesure en continu des matières en suspension par mesure de turbidité en continu. Alors soit directement par entretenu et mise en œuvre et entretenue par les partenaires, par les scientifiques de l'OSR, soit beaucoup sont aussi des partenaires de la CNR, de la Compagnie nationale du Rhône, et on rapatrie les données pour pouvoir les utiliser avec des conventions de partage. Et donc, on a effectivement la mesure du débit à ces stations, la concentration en MES, avec des calibrations qui sont faites soit avec des préleveurs automatiques, comme c'est indiqué, soit avec des prélèvements manuels, comme on se déplace chaque mois sur les stations, ou aux périodes de crue. Et on construit classiquement des courbes de calibration. Je crois que c'est tout ce que je voulais dire là. Et donc ça, c'est un exemple de résultat récent sur l'ensemble des données jusqu'en 2022. C'est peut-être pas la dernière version, on doit avoir un petit peu plus récent avec 2023. Et donc ici, ce qu'on a, c'est on a le flux annuel de matière en suspension en millions de tonnes par an. Ici, les années. Ici, vous avez la moyenne sur 2009-2022, où il y a une partie des données qui sont reconstituées en début de programme. Et puis 2014-2022, là, on a effectivement les données donc, des différents affluents, avec l'Adurance, l'Isère. Ici, vous avez Jonc, c'est-à-dire tout le Haut-Rhône qui est ici. Et puis tout en bas, on a la Saône. Et on voit qu'on a un équilibre, que c'est bien équilibré entre, si on fait la somme de tous ces affluents et puis qu'on mesure ce qui se passe ici à Arles-Beaucaire, on a quelque chose qui est bien équilibré en termes de flux de matière en suspension, en considérant qu'ici, on a rajouté la Drôme-l'Ardèche, il nous manque des petits bouts, quoi. Donc voilà, en prenant en compte ce fait qu'on n'a pas tout à fait tous les apports, on a quelque chose qui fonctionne plutôt bien. Donc on a pu estimer des apports et réestimer finalement ces bilans interannuels moyens à environ 5 millions de tonnes par an pour les MES. On a des affluents, c'est tous les grands ici qui sont des contributeurs majeurs, mais étonnamment la Drôme qu'on a équipée relativement récemment, on s'aperçoit que parfois elle contribue autant que la Saône. Pour un bassin versant qui n'a rien à voir. Bon, on n'est pas très surpris vu d'où ça vient et vu les terrains, mais voilà, c'était bien de le montrer. Et puis voilà, je m'arrête là. Donc des bilans annuels équilibrés, et puis évidemment on voit une forte variabilité annuelle et spatiale qu'on a pu documenter en détail. Alors quand on regarde maintenant les flux de contaminants particuliers, on rajoute effectivement la dimension concentration de contaminants. Et là, on le fait à l'aide de pièges à particules, comme ça a été indiqué ce matin également. Alors là, c'est des boîtes en métal, c'est sur le modèle des
des Allemands, hein, du système qu'ils ont mis en place sur le Danube. Alors elle est un petit peu dimensionnée, elle a été sous-dimensionnée parce que le fleuve n'a pas la même taille. Et c'est ça qu'on utilise, qu'on voit ici, et ici ouverte, et ici ouverte pour la récupération. Et puis on a aussi une centrifugeuse fixe installée et à Jonc, à l'amont de Lyon, et à Arles, qui est un peu notre mesure de référence. Donc c'est effectivement ponctuel, mais ça nous a permis de vérifier est-ce que ça marche bien, notre système de piège à sédiments. Au départ, sur les 2 stations, à Jonc et à Arles, on les relevait tous les 15 jours. Et puis sur les affluents, c'est tous les mois. Maintenant, on est tous les mois sur toutes les stations. Je pourrais y revenir pendant les questions. On n'est pas totalement convaincu que c'est parfait, mais disons que c'est des compromis aussi par rapport à l'opérationnalité. Et donc ensuite, eh ben, on récupère les échantillons et puis on fait un certain nombre d'analyses chimiques. Moins maintenant, mais historiquement, effectivement, il y avait les métaux, les polychlorobiphéniles, les HAP, les PBDE, les polybromodiphényléters, et puis les radionucléides, puisque l'IRSN est un partenaire. Et puis les échantillons sont bancarisés, de même que les données acquises, et ça, je vous donnerai les informations ensuite. Je crois que c'était tout ce que je voulais dire là. Ah oui, donc c'est bon. Et puis donc voilà, un exemple de résultat. Je vais donner 2 petits exemples sur les bilans qui ont été faits de manière interannuelle. Donc c'est un postdoc Hugo Delille qui était là jusqu'en 2020 et qui a travaillé sur l'ensemble de ces données. Donc il a fait des bilans interannuels 2008-2018 qui sont présentés ici. Et on a ici le 100%. Ici, on retrouve le flux d'eau et le flux de MES. Ce n'est pas exactement tout à fait la même chose parce qu'à l'époque, on n'avait pas la Drôme. Il nous en manquait il n'y avait pas la Drôme, par exemple, et l'Ardèche. Mais ici, ça représente à peu près 80% des débits et on retrouve ce 80% pour l'eau. Un chouïa moins pour les MES, mais ça marche quand même bien. Et puis, on s'est aperçu qu'on avait de forts déficits pour les contaminants. Et qu'on expliquait effectivement par d'autres sources, alors qui peuvent être soit les stocks pour les PCB, soit pour les métaux, il y a les affluents Sévenol qui ne sont pas ici, qui ne sont pas montrés. Et puis, on suspecte aussi pour les hydrocarbures aromatiques et puis d'autres métaux, des sources urbaines. Et on a posé à cette époque-là l'hypothèse d'un déficit observé à Arles, donc à l'exutoire, qui est lié à la présence de ces sources urbaines. C'est des rejets directs au Rhône et qui ne sont pas mesurés quand on institutionne tous les affluents, on n'a pas ce qui arrive directement au Rhône. Et donc c'est une question qu'on aborde actuellement pour avancer dans ce travail-là et qui nous a ouvert effectivement d'autres questions de recherche grâce à ce travail. Ensuite, on regarde aussi, on a regardé aussi les bilans à l'échelle saisonnière, c'est-à-dire qu'ici vous avez les flux d'eau en bleu, de MES en marron, et puis tous les contaminants qui sont marqués là par des traits. Et c'est l'évolution, c'est les moyennes mensuelles. Et en fait, ce qu'on montre, c'est qu'il y a un régime saisonnier de la dynamique des flux de contaminants, alors qui est très lié à la dynamique de l'eau et des MES. Hein. Alors là, je ne rentrerai pas dans les détails, mais un certain nombre de contaminants dans la publication d'Hugo Delille, où il montre qu'il y a des contaminants qui suivent complètement les flux de MES, d'autres non, ça dépend desquels. Mais de façon générale, effectivement, on a cette composante trimodale avec effectivement une composante pluviale, une composante plus océanique et puis la composante au printemps de la fonte des neiges dans le bassin du Rhône. Et donc des flux qui sont contrôlés par les conditions hydroclimatiques du bassin versant. On a, alors de façon pas très surprenante, mais 2/3 des flux annuels qui sont rejetés pendant 1/3 de l'année, donc au moment où il y a des crues. Et puis, voilà, ici, 70% des flux totaux sont rejetés en période de crue. Là-dessus, voilà, et puis on a calculé effectivement de premières estimations de bilan interannuel. Alors à prendre avec des pincettes, hein, c'est une année, mais c'est des données relativement robustes, je dirais, du fait de la méthode de mesure qui a été mise en place, de façon
continue pour l'eau et intégrative pour les contaminants. Alors, les données acquises, elles sont... là, ça donne un exemple de toutes les données qui ont été ramassées prélevées sur les affluents du Rhône. Il y a eu certains affluents qui ont été étudiés au début du programme et puis sur lesquels on est parvenu. Et puis ici, on a le plus de données. Et puis ceux-là, c'est ceux qu'on a rajoutés à la fin. La Drôme, l'Ardèche, tous les affluents du Sud, on les a rajoutés. On a, comme ça a été évoqué ce matin, sur certaines stations, il y a des difficultés. Typiquement, la Durance, l'Ardèche, c'est plus difficile de trouver, comme il y a des événements de crue très importants, on a eu plus de mal à savoir où est-ce qu'on positionne le piège à sédiments, qu'il ne soit pas assez clété, qu'il ne soit pas vandalisé parce qu'il y a pas mal de tourisme et qu'il ne soit pas emporté par les crues qui sont très violentes. Donc on a moins de données. Il n'empêche que tous ces échantillons, ils sont bancarisés dans une échantilliothèque et bancarisés sous le format du logiciel libre CollectScience, qui est disponible pour tout le monde, qui a été mis en œuvre, qui a été développé par un ancien de l'IRSTEA qui est à INRAE, il est parti à la retraite récemment, Éric Quinton, je crois, ou il est peut-être encore là, mais plus pour très longtemps, et on en profite vraiment. Et ce que je voulais dire, c'est qu'il y avait à peu près 1500 ou 1600 échantillons et qu'ils sont à disposition. Il y a des demandes qui peuvent être faites si vous souhaitez pour tel ou tel programme. On n'en a pas énormément, mais on a quelques demandes d'échantillons. Alors, il y a un petit formulaire à remplir, mais on pourra en reparler après. Et puis, grâce à ça et au fait qu'on a bancarisé les données et puis les échantillons, je voulais juste vous donner un exemple de réflexion qu'on mène pour savoir est-ce qu'on garde une station, est-ce qu'on ne la garde pas. Donc typiquement le Fier, on a arrêté la mesure des contaminants. Donc le piège à sédiments, on l'a retiré l'année dernière parce qu'on s'est dit on a quand même assez de données, puis on va aller s'intéresser à un autre. On a une douzaine de stations, mais on ne peut pas en mettre tellement plus que 12, donc ça tourne pour un certain nombre. Et donc là, on a regardé les données et puis on s'est dit on voit ici le débit avec la granulométrie. Oui, j'ai oublié de dire que dans tous les échantillons, on mesure la granulométrie et aussi le carbone organique et l'azote, tous les échantillons de matière en suspension. Et donc là, on voit bien qu'on a un apport de particulières plus grossières pendant les crues. On voit qu'on a aussi, ici c'est le mercure, avec pendant le débit, quand le débit augmente, on a une diminution de la concentration en mercure, mais qui est aussi liée au fait qu'on a plus de particules grossières. Et on a ici toutes les concentrations en mercure au cours du temps. Et avec effectivement, il semble des concentrations qui semblent diminuer, être plus faibles au moment des épisodes, des crues, au moment où il y a plus de débit. Et puis on voit qu'il n'y a pas vraiment de tendance au cours du temps. Donc là, on s'est dit, on a accumulé assez de données de contaminants. Le plus important, c'est de suivre ce qui se passe au niveau du débit et des particules. Et puis on a quand même une idée assez bonne. Et puis oui, l'autre effectivement, c'était que toutes les concentrations sont nettement en dessous des seuils de toxicité. Je ne sais pas où j'en suis au niveau du temps. 2 minutes. 2 minutes, bon, voilà, je vais terminer vite. Donc, bancarisation des données. Donc, comme je disais, toutes les données acquises, elles sont validées et bancarisées sur une base de données dont le site internet est là, qui s'appelle BDOH. Le site, il est consultable directement et visualisable. Et puis, si vous voulez télécharger les données, là, il faut demander un accès, mais qui est donné, c'est une fois pour toutes. Donc, c'est le site de la base de données sur les observatoires hydrologiques et le sous-site Observatoire des sédiments du Rhône. Et puis, je vous invite, si vous le souhaitez, à aller consulter, comme vous l'avez montré pour le projet Fresque, on a développé un site internet qui a été refait récemment. Donc ça, c'est le site internet. Et puis, on a également utilisé HAL pour faire un portail documentaire où vous retrouverez toutes les publications liées à l'Observatoire des sédiments du Rhône sur le portail documentaire. Et puis, donc, je terminerai par quelques conclusions. Donc, sur la partie contamination et flux. Donc, on a pu mesurer une forte variabilité annuelle et interannuelle des flux de matière en suspension et de contaminants.
avec une très forte disparité des concentrations et flux de matière en suspension et contaminants à l'échelle du bassin versant. Je n'ai pas du tout parlé des teneurs, des concentrations ici. On a bien entendu aussi des travaux qui discutent plus des concentrations que des flux, mais c'est effectivement deux questions liées, mais qui sont une vision différente. Les conditions hydroclimatiques contrôlent la dynamique des flux. Et puis, on voit de façon générale qu'on a sur le temps semi-long dont on parle ici, qui est une douzaine, une quinzaine d'années, on voit qu'on a des concentrations qui ont globalement diminué. Et si je mets ça également pour les PCB et pour les PFAS, c'est que là, on a en parallèle des collègues qui travaillent sur les carottes de sédiments et qui ont montré qu'effectivement, on a des concentrations depuis les années 80 qui ont extrêmement diminué, que ce soit pour les polychlorobiphéniles ou les perfluorés. Les perspectives, on continue effectivement et on souhaiterait poursuivre encore pour, si on peut, une dizaine d'années. Et on a mis en œuvre au travers d'une thèse des analyses ciblées et non ciblées. Et puis, on est en train de réfléchir sur les microplastiques. Donc, je coordonne un petit projet associé pour essayer de voir est-ce que les pièges à particules pourraient être un bon plan pour la mesure des microplastiques. Pour l'instant, on n'est pas tout à fait convaincu, mais voilà, le rapport devrait sortir dans les prochaines semaines. Et on a un projet sur l'évaluation des apports directs en contaminants des zones urbaines, avec notamment une étude amont-aval de l'agglomération de Lyon. Il y a tout un travail aussi de modélisation dont je n'ai pas parlé, mais qui existe et qui s'intéresse maintenant depuis 2 ans, je dirais, aussi aux contaminants, pas que au transport de sédiments. Et puis, j'ai des collègues effectivement qui travaillent sur les scénarios d'évolution de ces flux dans un contexte de changement climatique. Et je crois que je vais m'arrêter là. Ça, c'était juste pour vous montrer les partenaires, avec l'ensemble des partenaires scientifiques, la coordination qui est assurée par le GREI, qui est à Lyon, et INRAE et le CNRS-EVS. Et puis, tout ça, c'est nos partenaires techniques et financiers qui supportent le programme. Voilà, c'est un programme qui est financé par... je ne suis pas sûre d'avoir mis le nouveau logo, enfin, je change pour la présentation, voilà, qui est financé par l'Europe. Je vous remercie bien. C'est nous qui te remercions, Marina. C'était vraiment super intéressant. Alors, je suis sûr qu'il y a des questions là. On commence par Julien. J'ai une petite question presque fermée. Je vois que vous vous intéressez à des potentiels polluants émergents. Est-ce que vous avez prévu de vous intéresser par exemple aux terres rares ? Alors on commence, oui, tout à fait. On mesure les terres rares. Alors je ne peux pas vous en dire beaucoup plus pour l'instant parce qu'on n'a pas de données qui sont publiées. Mais oui, c'est inclus, tout à fait. Et du flux de MES associés, des tas d'autres choses. Quel est le modèle de MES associé, des tas d'autres choses. Quel est le modèle que vous utilisez, le modèle hydrologique que vous utilisez actuellement à l'INRAE? Je sais qu'il y en a un en développement ou développé déjà, je ne sais pas. Voilà, donc c'est un petit peu ces renseignements-là que je voudrais. Alors, sur les calculs de flux, c'est des calculs. Oui, voilà. c'est ça, et puis, en parallèle, il y a un modèle indé oui. qui est développé depuis des années. Donc, c'est mon collègue Jérôme Lecause qui fait ces développements-là. Donc, vous pourrez regarder les développements. Il y a eu pas mal de publications là-dessus. Et puis, il y a effectivement des modèles hydrologiques aussi qui sont appliqués. Et là, c'est J2000 qui est appliqué. Et dans la partie D, changement climatique, on utilise effectivement, il y a et des modèles d'érosion qui sont développés par un collègue d'EVS. Là, je ne pourrais pas dire beaucoup plus parce que je ne connais pas ces travaux de près, mais Flora Branger, qui travaille à INRAE, à Riverly, dans la même unité que moi, elle travaille sur J2000P, et donc avec hydrologie plus MES, et ils sont en train de croiser les approches pour voir si... l'objectif étant de modéliser pour projeter dans le futur, en fait. Et J2000, il a 2 composantes de débit, la composante superficielle et la composante de débit de base, ou je me souviens plus. En principe, oui, tout à fait. Oui. Enfin là, je peux, voilà, c'est pas que la surface, mais il y a effectivement la subsurface, tout à fait. Il y a plusieurs compartiments, mais je crois qu'il y a même 3 compartiments. Vous nous avez parlé donc du Rhône.
vous allez agrandir votre domaine puisque vous allez mettre maintenant le département de la Drôme. Vous vous intéressez aux radionucléides, donc la Drôme va certainement contribuer. Pourquoi est-ce que ce matin, on ne nous a absolument pas parlé de radionucléides dans la Seine, et c'est important? Si vous voulez, c'est très agréable d'avoir une représentante de la région Rhône-Alpes, parce que indirectement, dans l'ombre d'Alain Chabrol, que vous avez peut-être connu, j'ai été associé au plan Rhône au tout début. Et à l'époque, on s'était tourné vers notre préfet de région en lui disant il nous faut un plan Seine, il nous faut un plan Mercure, etc. Et en fait, chez nous, sur la Seine, eh bien, le plan Seine, c'était uniquement les préfets et les gens des services. C'est-à-dire que nous en avons été exclus. Et donc, j'avais apprécié qu'au contraire, et donc je pense que c'est une partie de la réponse, mais vous avez certainement d'autres éléments à donner. Alors, juste une courte réponse sur les radionucléides. Il y a effectivement l'IRSN est un des partenaires scientifiques du projet et le Rhône est un des fleuves les plus nucléarisés. Donc c'était assez logique que si on s'intéressait aux contaminants, on incluait les radionucléides. Mais c'est vrai que c'est assez rare parce que voilà, le système français fait que on a deux systèmes séparés de surveillance. La Seine, c'est pas mal en matière de radionucléides. Ça va, hein? Effectivement, nous, on ne les mesure pas. Voilà. Est-ce qu'il y a encore une question pour Marina? Oui. Merci Marina. Je me demandais, avec toutes les mesures de contaminants que vous faisiez, il y a un volet écologique. Est-ce que vous faites de la biosurveillance associée? Alors là, on n'en fait pas. La partie biosurveillance, c'est Roneco. C'est le programme frère, sœur, je ne sais pas comment dire, Roneco, voilà, qui s'occupe de ça. Qui est jusqu'à présent piloté notamment par Nicolas Lamoureux. On crée des liens entre les deux. Les pièges à sédiments, donc vous les laissez un mois, vous disiez que c'était un optimum, etc. Par quel justement chemin de réflexion vous êtes arrivé à ce mois-là, notamment à l'échelle, il y a des questions à l'échelle de l'événement lui-même, la qualité des MES varie certainement à l'échelle d'un événement, etc. Comment vous êtes arrivé à ce mois Alors là, c'est vraiment des compromis de faisabilité, hein, parce que les stations, il y avait deux choses. Il y avait le fait que dans les périodes d'étiage, il faut le laisser assez longtemps pour avoir assez de matériel. Notre objectif premier, c'était de mettre un système où on puisse avoir assez de matière en suspension pour analyser tous les contaminants. Et donc, il fallait un minimum quelques dizaines de grammes secs de sédiments. Donc, c'était vraiment ça. Donc, en période d'étiage, il faut le laisser à l'amont de Lyon. Un mois, si on le laisse moins longtemps, on n'a pas grand-chose, quoi. Et puis voilà, donc c'est logistique et puis opérationnel. Et puis ensuite, voilà, il y a les questions de... C'est sûr que le piège tel qu'il est là, et comme tous les pièges à particules, il perd un peu les fils. Et donc, voilà, on a des compromis et voilà, je pourrais en parler plus peut-être après, parce que là, on est peut-être pris par le temps, mais ça fonctionne bien, mais on continue à travailler dessus. Il y a l'article effectivement de Masson et al. Que j'ai cité sur les diapos 2018, mais là il y a une étudiante qui travaille dessus actuellement. Il y a forcément un mois, quand il se met à faire chaud et qu'on est dans la Saône où il y a beaucoup de matière organique, c'est un peu long. Donc on est en train d'étudier ça pour savoir est-ce qu'on peut s'en sortir quand même comme ça. Alors je parle là pour les métaux. Je pense que les contaminants organiques, hydrophobes, ils sont bien accrochés sur les sédiments, il ne se passe pas grand-chose. Mais c'est plus pour les métaux. Moi, j'ai juste une dernière... Et puis en période de crue, j'ai oublié de dire qu'en période de crue, on y va, il y a des opérations un peu coup de poing, quoi. On y retourne exprès. Typiquement, là, il y a eu les chasses du Rhône au mois de mai. Et bien là, il y a eu des opérations. On y va en plus pour aller faire des prélèvements, soit avec la centrifugeuse en continu, soit des prélèvements ponctuels. On y va... Et quand il y a des crues sur un Cévenol, etc., pouf, on va sur place, quoi. On va prélever en plus.
Oui, oui, tout à fait. Et après, on qualifie chaque piège, on qualifie, est-ce qu'on qualifie en crue ou en période de base? Et puis on vérifie, est-ce que on a des différences de concentration entre les deux régimes. Parfait. Merci beaucoup pour ces échanges. On va